Comment devenir milliardaire en transportant des blocs de glace? Telle est la question que ce garçon se pose à cet instant. Soudain, un puissant coup de klaxon derrière lui le fait sursauter. Un jeune homme à peu près du même âge que lui s'arrête ici au volant d'une voiture de luxe, accompagné d'une belle femme. Il appuie sans cesse sur le klaxon pour forcer le garçon à s'écarter. Avec sa compagne, il émet des rires moqueurs et perçants, faisant preuve d'un profond manque de respect. Ils ont pourtant presque le même âge. Pourquoi peut-il conduire une voiture de luxe et vivre dans une villa somptueuse, alors que lui doit peiner à livrer des blocs de glace pour faire vivre sa famille? Un sentiment de frustration et d'injustice se lit sur le visage du garçon. À ce moment-là, un journal posé par terre attire son attention. On y relate le parcours glorieux d'Andrew Carnegie, un milliardaire parti de rien. Comme le garçon, il n'avait jamais été à l'école. Très jeune, il avait commencé à travailler et à se battre pour survivre. Finalement, il avait réussi à renverser son destin et à devenir milliardaire. Cette histoire inspirante captive totalement le garçon. Au fond de son cœur, il se promet en silence de devenir lui aussi extrêmement riche. Il jure qu'un jour, il écrasera sous ses pieds ces fils de familles aisées qui le méprisent. Le garçon s'appelle Rude. Lorsqu'il rentre chez lui après une journée de travail harassante, ce qui l'attend n'est qu'un bol dont il ne reste que le fond. Mécontent, Rude adresse une remarque à son père, se plaignant du goût et souhaitant changer un peu. Son père échange simplement son propre bol avec celui de Rude. Il lui dit alors que le goût a déjà été changé. À ce moment précis, une quinte de toux se fait entendre à plusieurs reprises depuis le lit voisin. L'état de santé de la mère s'est de nouveau aggravé. Rude reproche à son père de ne pas acheter de médicaments pour sa mère. En réponse, il n'entend, comme toujours, que la même phrase de son père. Il n'a aucun moyen de faire autrement. Furieux, Rude sort le journal. Il dit à son père qu'il deviendra, lui aussi, milliardaire, comme Andrew Carnegie. Le jour venu, il achètera directement l'hôpital. Il fera soigner sa mère par les meilleurs médecins. Cependant, son ambition ne reçoit aucun encouragement de la part de son père. C'est ce que mon père m'a donné. Je suis désolé, mais c'est quelque chose que tu n'obtiendras jamais. En regardant ses jeunes frères et sœurs encore petits, Rude ne répond plus. À partir de cet instant, il est totalement déçu de son père. Et profondément déçu de cette famille. Lorsque la nuit tombe, Rude se prépare à quitter la maison. D'une part, une bouche en moins à nourrir permettra d'économiser de l'argent pour acheter des médicaments à sa mère. D'autre part, il y a plus d'opportunités à l'extérieur qu'ici. Et il pourra y gagner davantage d'argent. Il jette un dernier regard à ses frères et sœurs profondément endormis. Puis, lentement, il s'approche du lit de sa mère. Sa mère soutient toutes les décisions de Rude. Elle pense qu'elle entrave sa croissance. Et ses yeux sont remplis de culpabilité et de tristesse. Après avoir fait ses adieux à sa mère, Rude quitte à contre-cœur cette maison où il a vécu pendant des dizaines d'années. Lorsque le ciel commence à peine à s'éclaircir, la silhouette de Rude apparaît déjà à la gare. N'ayant pas d'argent pour acheter un billet, il prévoit de monter discrètement dans le train. Au moment où il profite de l'absence de surveillance près du train pour grimper, il est soudainement tiré en arrière par une paire de grandes mains. Il s'avère que cet homme est, comme lui, un fraudeur qui voyage sans billet. Il avertit Rude qu'il doit impérativement attendre que le train démarre avant de monter. Sinon il se fera repérer et arrêter, comme cet homme-là. L'homme rassure Rude et lui demande de patienter jusqu'au démarrage du train. Une fois le train lancé, il l'entraîne dans une course effrénée. De toute évidence, être guidé par quelqu'un d'expérimenté rend la réussite plus facile. Alors qu'ils sont sur le point d'être attrapés par les employés de la gare, Rude réussit à sauter dans le train. Ce courage et cette détermination accompagneront toute sa vie. Après une nuit entière sans dormir, Rude s'effondre de fatigue dans le train. Lorsqu'il se réveille à nouveau, il voit cet homme en train de faire des gestes étranges. « Que fais-tu ? » ?»« Je parle avec ma mère. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je note 10 choses pour lesquelles je remercie Dieu. Je remercie beaucoup de choses. Tout le monde doit remercier 10 choses. De quoi dois-je être reconnaissant? Toi, Saul? Je suis sûr que je peux remercier. Tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Parfois, je remercie. Non, maintenant tu dois remercier. Tu dois remercier les petites choses. Sinon, tu ne remercieras jamais rien. Maintenant,
Tu as vraiment quelque chose pour lequel être reconnaissant. Nous sommes au Texas. Attends-moi. C'est ainsi que, sans trop comprendre ce qui se passe, Rudd arrive au Texas. Cette terre totalement inconnue deviendra le nouveau point de départ de sa vie. À ce moment-là, plusieurs hommes prêts à partir travailler passent devant lui. Rudd comprend aussitôt qu'il y a de l'argent à gagner. Sans hésiter, il les suit. Il les accompagne jusqu'à une ferme. Le propriétaire de la ferme cherche à recruter 6 ouvriers pour construire une clôture. Face au grand nombre de candidats, Rudd ne peut que tout donner pour se faire remarquer. Allez, allez, allez. Je suis vieux, je dors. Pas moi. Je peux porter 50 œufs jusqu'à 3 toilettes. Je les ai apportés. Le comportement de Rudd fait rire le fermier. Il apprécie l'attitude positive de ce jeune homme. Il décide alors de le garder. Le travail de la clôture nécessite d'enfoncer des pieux. Un travail très physique. Avec son corps frêle, Rudd est manifestement peu adapté. Après avoir passé toute une matinée à enfoncer un seul pieu, un simple coup d'un collègue le fait tomber. Il est clairement jugé incompétent. Après avoir subi moqueries et sarcasmes, Rudd révèle son caractère combatif. Pour atteindre la qualité de travail des autres, il continue à renforcer son ouvrage. Pendant que les autres se reposent, les efforts de Rudd sont remarqués par le jeune homme qui s'était moqué de lui plus tôt. Celui-ci lui apporte spontanément de l'eau pour étancher sa soif. Les deux jeunes, du même âge, commencent ainsi à se rapprocher. En discutant, Rudd apprend que Gus est issu d'une famille de classe moyenne. Cependant, à cause de la crise économique survenue 2 ans plus tôt, les terres de sa famille ont été saisies par la banque. Aujourd'hui, il travaille dur ici, dans l'espoir qu'un jour, il pourra racheter les terres à la banque et récupérer le patrimoine familial. En entendant cela, le cœur de Rudd est profondément touché. Au même âge, Gus possède un objectif étonnamment proche du sien. À cet instant précis, un lien invisible et inexplicable se crée entre eux. Après la fin du travail, le dortoir est rempli des rires joyeux des ouvriers qui jouent aux cartes. Rudd s'assoit tranquillement à l'écart. Il tient un stylo et écrit dans son carnet. Il ne participe pas au plaisir des parties de cartes avec les autres ouvriers. Au fond de lui, Rudd connaît parfaitement son objectif. Il ne veut pas qu'un jour, arrivé à l'âge de ses ouvriers, il gagne encore quelques dollars pour survivre difficilement. Lui, il veut gagner beaucoup d'argent. Peu après, Rudd se rend avec détermination devant le fermier. Il lui demande conseil sur la manière de réussir. Le fermier apprécie énormément ce jeune homme ambitieux. Il fait signe à Rudd de s'asseoir. Puis il commence à lui révéler lentement le secret de sa réussite. La réussite repose sur beaucoup de choses. Je pense que tu ne veux pas être un mouton. Tu veux être la tête du troupeau. La tête du troupeau? Un leader. Tu dois devenir le leader de quelqu'un. Tu dois croire en toi-même. Et croire que tu peux réussir. Les paroles du fermier touchent profondément le cœur de Rudd. Acetat. Une nouvelle idée naît dans son esprit. Rudd propose alors un accord au fermier. Il lui demande que, s'il parvient à terminer le travail avant la date prévue dans le contrat, l'argent économisé lui soit donné en récompense. Je t'apprécie. Mais cela n'arrivera pas. Voyons voir. D'accord. Le lendemain matin, lorsque les ouvriers se lèvent pour aller travailler, ils ne voient pas Rudd. Ils pensent que le travail trop intense l'a effrayé et qu'il a pris la fuite. Cependant, en se rendant sur le chantier, tout en se moquant de Rudd, les traitant de tête brûlée, ils découvrent que Rudd a déjà travaillé ici toute la nuit. Non seulement cela, mais il a aussi trouvé un moyen d'augmenter considérablement la vitesse de travail. Habituellement, chacun travaillait de son côté. Cette fois-ci, Rudd dirige tout le monde sur place. Il divise les 6 hommes en 2 groupes de 3, comme sur une chaîne de production en usine. Une personne est chargée de mesurer et de creuser la terre. Une autre place le pieu en bois. La 3e enterre la terre et installe le fil de fer. Cette méthode de travail efficace permet d'obtenir le salaire plus rapidement. Les ouvriers acceptent naturellement de coopérer. Grâce à leur coordination, un volume de travail qui nécessitait normalement 3 jours est achevé en une seule journée, lorsque le soleil du 2e jour
Éclaire la ferme. Le fermier distribue joyeusement les salaires à tout le monde. Il tient parole et remet à Rude l'argent économisé en guise de récompense. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Pour une seule chose. Tu m'as vraiment impressionné, gamin. Et en plus, tu es arrivé tôt ce matin-là. Je ne pensais pas que tu pourrais y arriver. Merci. Tu en es sûr? Ces parties-là sont encore ici. Environ un mois. Reviens me voir. Je te donnerai un travail. Grâce à son esprit vif et à sa puissante capacité d'exécution, Rude gagne avec succès le premier capital de sa vie. Après avoir reçu son salaire, Rude ne choisit pas de le dépenser. Dès la première occasion, il en prélève une partie et l'envoie à sa famille. Cet argent sert à acheter des médicaments pour soigner sa mère. Après avoir envoyé l'argent, alors que Rude réfléchit à la prochaine direction à prendre, une personne apparaît soudainement et lui apporte la réponse. La ceinture brillante de cet homme attire immédiatement l'attention de Rude. Son apparence montre clairement qu'il n'est ni pauvre ni ordinaire. Rude s'empresse de lui demander le secret pour gagner de l'argent. Voyant l'admiration évidente du garçon, l'homme lui répond avec fierté. Il lui dit que le Texas est rempli d'or partout. C'est simplement que Rude ne regarde pas encore assez en profondeur. Grâce à son intelligence, Rude comprend immédiatement. Il pense aussitôt au pétrole. En voyant que Rude a saisi le sens de ses paroles, l'homme sourit légèrement, puis s'éloigne. Cela renforce encore davantage la conviction intérieure de Rude. Après être sorti, Rude réfléchit sans cesse à la manière d'entrer dans l'industrie pétrolière. Soudain, l'apparition d'une jeune fille magnifique interrompt ses pensées. Son visage charmant attire le regard de Rude, qui reste figé, les yeux rivés sur elle. Peut-être est-ce cela le coup de foudre. La jeune fille est elle aussi attirée par l'apparence élégante de Rude et s'arrête. Elle prend l'initiative de le saluer. Anna est son prénom. Peu après, elle invite Rude à participer au bal scolaire qui va bientôt avoir lieu. L'esprit complètement vide, Rude est incapable de prononcer une phrase complète. Il se contente d'acquiescer de la tête pour accepter l'invitation de Anna. Le bal commence à l'heure prévue. Rude, vêtu de nouveaux habits, fait son apparition sur les lieux. Au centre de la piste, tout le monde danse joyeusement. Nerveux. Rude et Anna commencent aussi à danser. Dès la première phrase qu'ils prononcent. Rude stupefy Hannah. Je veux t'épouser. Ainsi, Anna, qui avait elle aussi eu un coup de foudre pour Rude, accepte sa demande. Par la suite, elle ramène Rude chez elle pour rencontrer ses parents. N'ayant jamais mangé de repas copieux, Rude dévore la nourriture devant eux avec avidité. Cette scène fait éclater Anna de rire à plusieurs reprises. Ses parents, compatissant envers Rude qui n'a nulle part où aller, lui offrent une chambre pour loger. À partir de ce moment-là, leur douce histoire d'amour commence. Mais le bonheur est de courte durée. La diffusion radio de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor parvient aux oreilles de Rude. Ce jeune homme animé par le patriotisme désire ardemment se battre pour son pays. Il décide alors, sans hésitation, de s'engager dans l'armée. Lorsque Rude annonce cette décision à Anna, il se heurte à son opposition catégorique. Je ne te laisserai pas faire ça. J'irai là-bas. Et je leur dirai que tu as déjà 15 ans. Tu ne feras pas ça. Tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, j'irai. Je partirai demain. Je t'attendrai. Tu m'entends? Je viendrai te retrouver. Il y a des centaines de garçons qui veulent être avec moi. Je peux avoir qui je veux. Très bien. Ils peuvent avoir. Ça m'est égal. Moi, je veux toujours de tes enfants. D'accord. Tu entends? Marions-nous. Ça m'est égal. Je veux seulement une fille. Ajoute de la ponctuation. Je suis désolé. Je t'aime. Anna. Je te rifferai. Sur le front de la Seconde Guerre mondiale, les tirs d'artillerie font rage de toutes parts. Le commandant de Rude est en train de donner l'ordre d'envoyer quelqu'un au front pour transmettre un message. Il s'agit clairement d'une mission extrêmement dangereuse. Presque une mission suicide. Les soldats, effrayés, hesitant longment,
sans répondre à l'ordre du commandant. En voyant cela, Rudd s'avance courageusement et prend la lettre. Il part immédiatement accomplir la mission. Dans le temps qui suit, Rudd traverse sans cesse des jungles dangereuses, saturées de tirs d'artillerie. Soudain, un obus explose et le projette dans une tranchée. C'est là qu'il rencontre Gus. Après un bref échange de salutations, Rudd, toujours chargé de sa mission, repart en courant. Cette fois-ci, la chance ne lui sourit plus. Rudd est touché au corps par un éclat d'obus et s'effondre au sol. En voyant cela, Gus sort immédiatement de la tranchée. Au mépris de sa propre vie, sous un déluge de feu, il se précipite pour sauver Rudd. Il ne cesse de lui parler, pour le rassurer. Dans le même temps, il enroule fermement des bandages autour de la blessure de Rudd. Ensuite, il le porte sur son dos et le ramène hors du champ de bataille. Rudd investit toutes ses économies, issues de sa démobilisation, dans l'exploitation pétrolière. Après le grondement répété des machines, ce qui remonte du sol n'est que de la terre. Aucune trace de pétrole n'apparaît. La persévérance sur une longue période ne donne aucun résultat. Les ouvriers qui travaillaient avec lui perdent progressivement espoir. Devant Rudd, ils abandonnent leur poste et cessent le travail. Face à cette situation, Rudd commence lui aussi à douter intérieurement. Il se dit qu'il n'est peut-être pas fait pour ce secteur d'activité. Un camion rouge ramène Rudd chez lui, après avoir quitté l'armée à la suite de ses blessures. Il épouse Anna. Il s'installe ici pour vivre. Lorsque son fils aîné l'invite à jouer avec lui, Rudd, comme à son habitude, refuse par des paroles sèches. Il baisse ensuite la tête et entre dans la maison, abattu. Le plus jeune fils, tout juste né, pleure sans arrêt dans les bras de Anna. Les deux autres enfants jouent et rient dans la chambre. Après, Rudd s'effondre sur le canapé. La pression de la vie et les échecs professionnels l'empêchent de respirer. Sa femme Anna lui rappelle que la famille est ce qu'il doit placer au premier plan, et non des rêves lointains, ni des factures bancaires qu'il est incapable de rembourser. En entendant cela, Rudd réalise qu'il a trop fait souffrir sa famille pendant toutes ces années. Pris de remords, il sort dans la cour pour accompagner son fils aîné à jouer au ballon. Pendant qu'il joue au ballon, une phrase prononcée par le fils aîné révèle soudainement Rudd, encore perdu dans sa confusion. Tu peux m'apprendre comment lancer le ballon dans le panier? Je ne sais pas. Comment lancer dans le panier? Certaines personnes savent. Comment les appelles-tu? Des techniciens. Waze. Peux-tu m'en trouver un? En effet, Rudd n'a aucune expérience dans l'exploration pétrolière. Il comprend qu'il devrait faire appel à un professionnel pour l'aider. Il fait aussitôt venir un expert. Cet expert gesticule et fait de nombreux signes. Très rapidement, il utilise un appareil de localisation pour déterminer une zone approximative. Lorsque Rudd promet que s'il découvre un gisement de pétrole, il lui donnera 3% des bénéfices, l'expert fournit immédiatement l'emplacement précis. Pendant que Anna reste à la maison pour s'occuper des enfants, Rudd rentre brusquement, le visage couvert de pétrole. Avec l'aide de l'expert, il a enfin réussi à extraire du pétrole. En voyant cela, Hannah Bouleversée se jette dans les bras de Rudd. Après de longues années d'efforts, leur sacrifice porte enfin leurs fruits. Ils sont remplis d'une immense joie. À partir de cet instant, le pauvre garçon Rudd devient d'un seul coup millionnaire. Après calcul, ils apprennent que les réserves de ce gisement atteignent environ 50 millions de barils. En estimant le prix d'un baril à $2, la fortuna veraz dépasse déjà les 100 millions. Alors qu'il se réjouit de voir son rêve sur le point de se réaliser, l'arrivée d'un visiteur inattendu lui jette un seau d'eau froide. Ce visiteur inattendu est l'ancien fermier qui lui avait vendu ce terrain. Ayant appris qu'il y avait du pétrole sous la terre, il assigne Rudd en justice, dans l'intention d'en tirer une part. Ayant compris
que les affaires professionnelles doivent être confiées à des professionnels, Rudd prend immédiatement sa voiture et se rend au tribunal. Il passe un appel au premier de la faculté de droit de Harvard et l'engage pour devenir son avocat. Le jour de l'audience arrive comme prévu. Rudd se rend seul au tribunal, plein de confiance, pour attendre l'ouverture du procès. En voyant cela, le fermier plaignant se moque de Rudd. Il pense que Rudd n'a pas les moyens d'engager un avocat et se prépare à plaider seul. À ce moment-là, l'avocat engagé par Rudd fait son entrée. En réalité, monsieur, je n'ai pas bien compris. Quel type d'avocat vous êtes? Vous m'avez dérangé auparavant. Je vous l'ai dit. Les critiques sont une bonne chose. La question est celle de la confiance. J'ai obtenu les documents. Extraits des archives municipales. Vous savez que je vous demanderai comment vous comptez agir. Et vous savez aussi. Comment verifier. J'ai examiné les critiques. Ce sont des archives publiques. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. J'ai découvert dans les documents que mon client, il y a 2 ans, et même avant cela, avait acheté le terrain et payé les taxes appartenant à votre client. Par conséquent, cette affaire avait déjà été enregistrée il y a 2 mois, et même avant cela. Selon la loi, le délai de prescription pour ce type d'affaires est de 2 ans. En matière fiscale, vous le savez aussi, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu laisser cela se produire? Je vous le dis. Je suis juge aux affaires familiales. Revenez en arrière. Ainsi, avant même l'ouverture officielle du procès, l'autre partie a déjà perdu. Cet avocat professionnel, nommé Loton, est ensuite engagé par Rudd comme son avocat à plein temps. Grâce à son intelligence et à sa patience, Rudd parvient finalement à racheter de vastes étendues de terre. Il réussit ainsi à devenir milliardaire. Il est vrai que la chance fait aussi partie du succès. Le tournant décisif dans la réussite de Rudd vient du fait qu'il a su écouter le conseil de son enfant et confier les tâches professionnelles à des professionnels. Ce n'est pas seulement un principe commercial, c'est aussi une sagesse de vie. Le parcours de Rudd ressemble à un manuel rempli de sagesse sur la vie. Ce qui est montré ici n'en est qu'une partie. Nous ne pouvons pas choisir notre origine, mais nous pouvons choisir le changement que nous faisons après coup.